Ils ont ri quand une mécanicienne au chômage a demandé à essayer de réparer le camion qui causait des centaines de milliers d'euros de pertes chaque jour. Des ingénieurs renommés avaient déjà échoué. Des techniciens hors de prix étaient repartis bredouille. « Vous n'allez pas régler ça », ont-ils dit sans cacher leur mépris. Mais lorsque le moteur a de nouveau lâché, elle a fait quelque chose qui a laissé même le patron sans voix. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée au cœur de la Lorraine, dans une région où la terre ocre cache assez de fer pour construire des ponts de la taille de nos rêves. C'est là, à Montfer, au centre de cette France industrielle, que se trouve la mine de la Roche d'Or. Avez-vous déjà vu une mine à ciel ouvert? C'est une blessure géante dans la terre, profonde de 320 mètres. Un cratère où les camions ressemblent à des fourmis portant le poids du progrès sur leur dos. Et c'était justement l'un de ces camions qui tuait la mine à petit feu, jour après jour, comme une hémorragie silencieuse que personne ne parvenait à arrêter. Le Kenworth C500, un géant orange imposant avec des roues qui arrivent à la poitrine d'un homme, une capacité de charge de 85 tonnes. Ce n'est pas n'importe quel camion, non monsieur. Cette bête avait un différentiel bloquable, une suspension renforcée, un moteur Cummins QSK-19 de 600 chevaux qui tonne comme l'orage au démarrage. C'était le seul de toute la flotte capable de grimper cette rampe infernale, chargée à ras-bord, lorsque la pluie transformait le gravier en une pâte de boue ocre. Les autres camions, ceux-là patinaient, dérapaient, restaient coincés. Mais le Kenworth montait, il a toujours monté, jusqu'au jour où il s'est arrêté. 3 semaines, mes amis, 21 jours avec ce monstre orange immobilisé dans le garage, tel un monument à l'impuissance humaine. Et chaque jour qui passait, c'était de l'argent qui s'évaporait. 100 000 euros par jour. Faites le calcul. Des millions d'euros jetés par les fenêtres parce que la mine ne pouvait plus tourner à pleine capacité. Il fallait attendre que le sol sèche, réduire la production, retarder les livraisons. Le siège à Paris était furieux. Le directeur des opérations, Charles Brunet, un homme d'une 40aine d'années, cheveux grisonnants prématurément et un ulcère à l'estomac, recevait des appels quotidiens avec un message très clair. Réglez ça avant la fin du mois où vous êtes à la porte. Et ce n'était pas faute d'avoir essayé. Charles a fait venir des gens de Lyon, 3 équipes différentes, des techniciens certifiés, le genre de type qui facture 302 € juste pour le déplacement. Ils sont venus avec des mallettes d'équipements électroniques, des ordinateurs de diagnostic qui coûtent plus cher qu'une petite voiture, ces outils qui clignotent et affichent de jolis graphiques. Rien. Ensuite, ils ont fait venir une équipe de Kenworth même, venue de Lille. Des experts d'usine, des gens qui connaissent chaque boulon de ce camion. Eux non plus. Le problème était toujours le même. Toujours. Le moteur démarrait parfaitement. Ce Cummins QSK-19 se réveillait avec la force d'un cœur d'acier. 19 litres de cylindrée, un grondement profond qui faisait trembler le sol. La température montait correctement, la pression d'huile était impeccable, le régime stable. On le mettait en charge. Le camion travaillait 15 minutes, parfois 20. Puis d'un coup, comme si un fantôme lui volait son âme, le moteur commençait à perdre de la puissance. Il ne s'éteignait pas d'un coup, non. Il mourait lentement, suffocant, s'étouffant, jusqu'à passer en mode sécurité et s'arrêter tout seul. On attendait une demi-heure. On réessayait. Même chose, un cycle maudit que personne ne pouvait briser. Les techniciens ont tout changé. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Injecteur neuf, pompe haute pression révisée, turbocompresseur testé sur banc, capteur de pression, filtre, vanne EGR nettoyée et testée. L'un d'eux a même suggéré de changer tout le module électronique, cet ordinateur qui commande le moteur. Ils l'ont changé. Rien n'a changé. Le Kenworth continuait de mourir comme une horloge cassée, toujours au même moment, toujours de la même manière. Pendant ce temps, à 200 km de là, à Metz, une femme regardait par la fenêtre de la maison de sa mère et voyait son avenir lui filer entre les doigts comme du sable fin. Anne-Sophie Dubois, 38 ans, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique, les mains calleuses, le regard fatigué de celle qui porte un poids trop lourd sur les épaules.
Elle était au chômage depuis 5 mois. 5 mois à se réveiller à l'aube avec une boule dans la gorge. 5 mois à envoyer des CV auxquels personne ne répondait. 5 mois à dépendre de sa mère pour nourrir ses 2 enfants. Ce n'était pas par manque de compétences, non. Anne-Sophie avait 15 ans de métier. Elle avait commencé comme apprentie dans un garage à Saint-Étienne, dans la Loire. Encore jeune fille, elle avait appris avec le père Antoine, un vieux mécanicien de la vieille école, qui réparait des camions de mine et de chantier. C'est lui qui lui avait appris à écouter un moteur, à sentir la mauvaise vibration, à flairer l'huile qui brûle là où elle ne devrait pas. Elle s'était spécialisée dans les moteurs diesel de grosses cylindrées, ces monstres de 12, 19, 24 litres. Elle avait appris les systèmes hydrauliques, pneumatiques, les transmissions planétaires. Elle avait travaillé dans 4 entreprises différentes, toujours en progressant, toujours en apprenant, jusqu'à ce que la crise sanitaire arrive et emporte tout. La dernière entreprise où elle travaillait a fait faillite, fermé ses portes du jour au lendemain. Anne-Sophie a essayé de retrouver du travail, mais le marché était mort. Les rares postes qui s'ouvraient recevaient 200 candidatures. Elle est retournée chez sa mère à Metz, vaincue, ses jeunes enfants ne comprenant pas pourquoi leur maman pleurait sous la douche. C'est sa cousine, Lucie, qui travaillait à la cantine de la Roche d'Or, qui lui a apporté la nouvelle. « Anso, il y a un camion en panne à la mine. Ça fait 3 semaines. Personne n'arrive à le réparer. Ils perdent une fortune. Les gens disent que des experts de partout sont déjà venus. » Anne-Sophie sentit quelque chose s'allumer en elle. Une petite étincelle, presque timide, mais qui s'obstinait à ne pas s'éteindre. « Lucie, tu peux donner mon CV au directeur ?» La cousine le lui a donné. Charles Brunet n'y a même pas jeté un œil. L'a jeté sur la pile de papier sur son bureau et l'a oublié. Mais Anne-Sophie n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle a pris un bus pour Montfer et est arrivée à la grille de la mine à 7 heures du matin un mardi. Le gardien, un jeune homme en uniforme bleu, l'a regardé avec cette expression de celui qui sait déjà ce qu'il va dire avant même d'avoir écouté. « Madame, les meilleurs du pays sont déjà venus ici. Des gens certifiés avec des diplômes encadrés et tout. Vous pensez que vous allez résoudre ce qu'ils n'ont pas résolu ?» Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit avec un calme qui venait du plus profond d'elle-même, « Je veux juste une chance d'essayer. » Le gardien a secoué la tête, mais a appelé le bureau. Une demi-heure plus tard, Charles Brunet est apparu. Un homme grand, mince, avec des cernes profonds et la cravate desserrée. Il a regardé Anne-Sophie de haut en bas et a soupiré. « C'est vous qui avez envoyé un CV ? Je suis Anne-Sophie Dubois, 15 ans d'expérience avec les engins lourds, spécialisée dans les moteurs diesel de grosses cylindrées. » Charles a eu un petit rire, sans humour. « J'ai des techniciens certifiés par Cummins qui sont venus ici et n'ont rien trouvé, des gens avec du matériel de diagnostic moderne, des ordinateurs, des scanners. Vous, sans certification internationale, sans outils, vous pensez faire quoi? De la magie ?» Anne-Sophie n'a pas détourné le regard. « Je ne vais pas faire de magie. Je vais regarder le moteur pour ce qu'il est. Une machine, et une machine ne ment pas, monsieur Brunet. Elle dit toujours la vérité à qui sait l'écouter. » Charles était à court d'options. L'échéance expirait dans 10 jours. Il avait 2 choix, laisser cette femme essayer ou accepter son licenciement. « D'accord, vous pouvez examiner le camion, mais ne gênez pas les opérations et ne touchez à rien sans l'autorisation de Valérie, mon chef mécanicien. Compris ? » Compris. Anne-Sophie est entrée dans cette mine le cœur battant, les mains moites, mais la tête haute. Elle savait que c'était sa chance, peut-être la dernière. Le garage de la mine sentait le gazole, la vieille graisse et le métal chauffé par le soleil. C'était un immense hangar, avec un toit en tôle qui faisait du bruit quand le vent soufflait. Le sol en béton était taché par des décennies de fuites de fluide, les établis encombrés d'outils et de pièces. À l'intérieur se trouvaient les tombereaux, les bulldozers, les chargeuses sur pneus, et au fond, isolé comme un malade contagieux, le Kenworth C500 orange. Anne-Sophie est entrée dans le hangar et a senti tous les regards se tourner vers elle. Ils étaient 7 hommes, tous en bleu de travail avec le logo de la mine brodé sur la poitrine.
Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient. L'un d'eux, plus âgé, bedonnant, la chemise ouverte sur un maillot de corps blanc, s'est approché d'elle d'un pas lourd. Valérie Durand, le chef mécanicien, 52 ans de métier, dont 30 dans cette mine. Il mâchait un cure-dent et avait cet air de celui qui a tout vu et ne s'impressionne plus de rien. « C'est vous qui venez résoudre notre problème ?» Sa voix était rauque, chargée d'ironie. « Je suis Anne-Sophie. » Valérie a regardé ses collègues et a laissé échapper un petit rire. « Ici, c'est pas un moteur de 2 CV, ma petite, c'est un Cummins QSK 19, haute technologie, 600 chevaux, 19 litres de cylindrée. Des gens de Cummins sont passés par là, vous comprenez, de l'usine. Des gens qui ont conçu ce moteur et ils n'ont rien trouvé. » Il a craché le cure-dent par terre. « Mais Monsieur Charles a dit de vous laisser essayer, alors allez-y, amusez-vous, ne cassez juste rien qui est déjà cassé. » Les autres ont ri. Anne-Sophie n'a pas répondu, elle s'est simplement dirigée vers le Kenworth. Le camion était imposant, même à l'arrêt. La cabine était à près de 3 mètres de hauteur. Les pneus étaient plus grands qu'elle. La peinture orange était poussiéreuse, couverte de cette terre ocre qui collait à tout dans la région. Anne-Sophie a grimpé par l'échelle latérale, a ouvert la porte de la cabine et est entrée. Le siège du conducteur était énorme, entièrement réglable. Le tableau de bord numérique complexe, avec des dizaines d'indicateurs. Elle s'est assise, a ajusté le siège, a posé les mains sur le volant, a senti le cuir usé, les marques d'utilisation, les années de dur labeur imprimées sur ce morceau de caoutchouc synthétique. « Je vais démarrer le moteur » a-t-elle prévenu. Valérie a fait un signe de la main nonchalant. Anne-Sophie a tourné la clé. Le démarreur a gémi, le camion a toussé 1 fois, 2 fois, puis s'est réveillé. Le son était brutal, un rugissement grave et profond qui a fait vibrer le sol et teinter les outils sur l'établi. Elle a senti la vibration monter par la semelle de ses chaussures, traverser le siège, atteindre sa poitrine. C'était le pouls d'un géant. 19 litres de diesel explosant dans 6 cylindres, des pistons de la taille de casserole montant et descendant, des bielles en acier forgé tournant à 4000 tours minute. Elle a regardé le tableau de bord. Pression d'huile en hausse, température de l'eau encore froide, marquant 81 degrés, pression du turbo stable, régime au ralenti, parfait, 750 trami. Elle a accéléré doucement. Le moteur a répondu instantanément, le son passant de grave à agressif. Le régime montait proprement, sans rater, sans hésitation. Tous les indicateurs étaient normaux. Elle a relâché l'accélérateur et le moteur est revenu au ralenti, doux comme de la soie. « Valérie, mettez-le en charge, frein moteur au maximum. » Le chef mécanicien est monté dans la cabine de l'autre côté en grommelant. Il a actionné le frein moteur, ce système qui transforme le moteur en un compresseur d'air, créant une résistance brutale. Le Kenworth a gémi, le régime du moteur a chuté mais il a tenu. Anne-Sophie a accéléré de nouveau, cette fois en appuyant à fond. Le turbo a sifflé, la pression de suralimentation est montée à 2 bars et demi. Le moteur a rugi de fureur. Le camion était bloqué par le frein. Mais ses 600 chevaux poussaient avec assez de force pour déplacer une montagne. La température a commencé à monter. 90 degrés, 100 degrés, 110 degrés, toujours dans la normale. Elle a maintenu l'accélération. 10 minutes, 15 minutes, tout était normal. Et puis c'est arrivé. La puissance a commencé à chuter. Pas d'un coup, non. C'était progressif, subtil, comme si quelqu'un coupait l'air petit à petit. Le moteur continuait de tourner, mais la force n'était plus là. Le son a changé, il est devenu creux, étouffé. Le régime baissait même avec l'accélérateur à fond. Anne-Sophie a regardé le tableau de bord. La pression du turbo oscillait, tombant de 2 bars et demi à 2, puis à 1,5. La température a grimpé en flèche, 120 degrés, 130 degrés. Le moteur a commencé à avoir des ratés, toussant, s'étranglant. Elle a retiré son pied de l'accélérateur. Trop tard. Le voyant de défaut a clignoté sur le tableau de bord et le moteur est passé en mode sécurité, réduisant la puissance à presque 0. Elle l'a éteint avant qu'il ne meure complètement. Le silence qui a suivi était lourd.
Valérie est descendue de la cabine et a croisé les bras. Vous voyez, toujours comme ça. 15, 20 minutes et il meurt. On a déjà changé les injecteurs, la pompe haute pression, le turbo, les capteurs, la vanne EGR, les filtres à air, les filtres à carburant, même le module électronique on l'a changé. Ce petit ordinateur qui coûte 6 000 €, rien. La bête meurt toujours au même moment. Anne-Sophie est descendue du camion lentement. Elle réfléchissait, son cerveau tournant en rond, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Le moteur fonctionnait parfaitement à froid. En charge, il travaillait bien pendant 15 minutes. Puis il perdait progressivement de la puissance jusqu'à s'arrêter. Tous les composants principaux avaient été changés ou testés. Que restait-il? Elle a ouvert le capot du Kenworth. La chaleur qui s'en est échappée était brutale, une vague chaude qui lui a frappé le visage comme une gifle. Le moteur était là, immense, noir, couvert de durite, de tuyaux, de faisceaux électriques. Elle a posé la main sur le turbocompresseur, chaud, très chaud, mais pas anormalement. Un turbo qui travaille dur et toujours comme ça. Elle a vérifié les durites de l'intercooleur, cet échangeur de chaleur qui refroidit l'air comprimé avant qu'il n'entre dans le moteur. Tout était bien serré, sans fuite. Elle a vérifié les connexions électriques des capteurs de pression et de température. Tout était normal. Mais quelque chose continuait de la déranger. Une puce à l'oreille, la sensation qu'elle regardait la bonne chose, mais ne voyait pas. « Valérie, apportez-moi l'historique d'entretien de ce camion. Tout ce qui a été fait ces 6 derniers mois. » Le mécanicien a soufflé, mais est allé le chercher. Il est revenu avec un classeur usé, plein de papiers froissés, de factures, d'ordres de service. Anne-Sophie s'est assise sur un tabouret et a commencé à lire. Révision moteur, vidange, filtre, courroie, maintenance préventive du système de transmission, réglage des freins. Tout était normal, routinier, jusqu'à ce qu'elle trouve un ordre de service datant de 2 mois. Maintenance préventive du système pneumatique. Entreprise, Atelier Cartier, Thionville. Elle a levé les yeux. « Valérie, c'est qui cet Atelier Cartier ?»« Ah, ça, c'était une embauche d'urgence. Notre équipe était en congé payé. Alors ils ont appelé des sous-traitants pour faire quelques services qui ne pouvaient pas attendre. Pourquoi ? Le problème a commencé après cette maintenance. » Valérie a froncé les sourcils, réfléchissant. « Maintenant que vous le dites, je crois que oui. C'était à peu près à cette époque. » Anne-Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle est retournée vers le Kenworth et a commencé à examiner tout le système pneumatique. Le système d'air comprimé sur les poids lourds, c'est du sérieux. Il alimente les freins, la suspension pneumatique, divers actionneurs. Ça commence au compresseur, entraîné par le moteur lui-même, qui aspire l'air atmosphérique et le comprime jusqu'à 120 PSI. Cet air va dans de grands réservoirs, des bonbonnes d'acier accrochées au châssis, et de là, il est distribué à tout le système par des durites et des vannes. Elle a suivi chaque conduite, chaque raccord, a vérifié le compresseur, ce cylindre fixé sur le côté du moteur qui faisait un pouf, 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 caractéristique quand il fonctionnait. Normal. Elle a vérifié les réservoirs en tapotant dessus avec les doigts pour voir s'il y avait de l'eau accumulée à l'intérieur. Normaux. Elle a vérifié la soupape de décharge, celle qui relâche la pression quand le système est plein. Normal. Et puis elle l'a vu, entre le compresseur et le réservoir principal, sur la conduite d'air, il y avait un petit dispositif métallique cylindrique de la taille d'un verre, peint en noir mat, avec des raccords filetés aux 2 extrémités. On aurait dit un régulateur de pression, du genre de ceux qui maintiennent le système stable. Mais Anne-Sophie connaissait le système pneumatique du Kenworth C500. Elle avait déjà travaillé sur 3 camions identiques dans la Loire et ce dispositif ne devrait pas être là. Elle a pris une clé sur l'établi et a commencé à desserrer les raccords. Valérie s'est approchée. « Qu'est-ce que vous faites ? Cette pièce, elle est d'origine sur le Kenworth ?» Valérie a regardé, confus. « J'en sais rien. Ça doit. Pourquoi ?
parce qu'elle n'est pas dans le manuel et parce qu'elle a été installée exactement à l'époque où le problème a commencé. Elle a fini de desserrer et a retiré le dispositif. C'était lourd, en laiton usiné. Elle l'a emmené sur un établi, a pris 2 clés plates et a commencé à le démonter. Les autres mécaniciens se sont approchés, curieux maintenant. Anne-Sophie a ouvert la pièce en 2. À l'intérieur, il y avait un mécanisme à ressort et un petit piston en métal qui se déplaçait dans un cylindre étroit. Elle a regardé de plus près. Le piston avait des marques de dilatation thermique. Et c'est à ce moment-là qu'elle a tout compris. Ce n'était pas un régulateur de pression, c'était un piège, un saboteur thermique. Le mécanisme était ingénieux, presque élégant dans sa malveillance. Quand l'air comprimé passait à travers, froid, le piston restait rétracté et laissait l'air passer librement. Mais quand le moteur travaillait en forte charge, la température de l'air comprimé augmentait considérablement. La chaleur venait du compresseur, qui chauffe naturellement pendant la compression, et de la chaleur générale du compartiment moteur. Le piston, fait d'un alliage métallique à haut coefficient de dilatation thermique, se dilatait. En se dilatant, il bloquait partiellement le passage de l'air. Pas totalement, pas d'un coup, mais petit à petit, progressivement. Et le moteur Cummins QSK-19 moderne ne dépend pas de l'air comprimé uniquement pour les freins. Le système pneumatique alimente aussi des actionneurs dans le collecteur d'admission, des vannes de contrôle de flux qui travaillent avec le turbo pour optimiser la combustion. Quand la pression d'air chute, ces vannes passent en mode de sécurité. En restreignant l'admission, le moteur commence à suffoquer. La puissance s'effondre. Comme le blocage est partiel et progressif, les capteurs électroniques ne détectent pas de défaut critique immédiat. Ils voient juste que la pression pneumatique oscille, et cela peut avoir 1000 causes. Le moteur perd simplement de la force, passe en mode protection et s'éteint. Quand il refroidit, le piston reprend sa position normale. Le système pneumatique se remet à fonctionner et le cycle recommence. Sur un banc d'essai, sans charge réelle, sans temps de fonctionnement suffisant, le problème n'apparaît jamais. C'est invisible. Parfait. Anne-Sophie a tenu le dispositif dans ses mains et a senti un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une erreur, c'était du sabotage. Quelqu'un avait installé ça exprès. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Anne-Sophie est restée là, immobile, tenant ce cylindre de laiton dans ses mains, sentant son poids non seulement sur ses doigts, mais dans toute sa poitrine. Valérie et les autres mécaniciens se sont approchés, formant un demi-cercle autour de l'établi. Personne ne parlait. Ils regardaient la pièce démontée, le piston exposé, les marques de dilatation sur le métal. « C'est quoi ce truc, bordel ?» a finalement demandé Valérie, la voix rauque. Anne-Sophie a pris une profonde inspiration. « C'est un saboteur thermique. Quelqu'un a installé ça ici exprès pour tuer le moteur. » Le silence qui s'est abattu sur le hangar était absolu. Même le vent dehors semblait s'être arrêté. L'un des plus jeunes mécaniciens, un garçon mince à la fine moustache, a fait un pas en arrière. Du sabotage. Ici, à la mine, Anne-Sophie a hoché la tête lentement, posant la pièce sur l'établi avec précaution, comme si c'était une bombe qui pouvait encore exploser. Ça fonctionne comme ça. Quand l'air comprimé passe ici à froid, ce piston reste rétracté et laisse tout circuler normalement. Mais quand le moteur travaille dur, la température de l'air monte, le compresseur chauffe, le compartiment moteur devient une fournaise. Et ce piston, qui est fait d'un alliage spécial, se dilate avec la chaleur. En se dilatant, il bloque le passage de l'air petit à petit. Le moteur Cummins moderne n'utilise pas l'air comprimé que pour les freins. Il l'utilise pour des actionneurs dans le collecteur d'admission. Des vannes qui travaillent avec le turbo. Sans pression d'air, ces vannes passent en mode protection et restreignent l'admission. Le moteur suffoque et meurt. Valérie a pris le piston, l'a fait tourner entre ses doigts épais, a vu les marques d'usure. Et quand ça refroidit, ça redevient normal.
C'est pour ça que personne ne trouvait le problème. Sur un banc d'essai, sans charge réelle, sans un long temps de fonctionnement, ça n'apparaît jamais. C'est invisible pour les scanners électroniques parce que ce n'est pas une panne électrique. C'est mécanique, thermique, progressif. Le chef mécanicien s'est passé la main sur le visage en sueur. La colère a commencé à monter en lui, rouge et chaude. Fils de pute, qui a fait ça? Anne-Sophie a repris l'ordre de service qu'elle avait laissé sur l'établi. Atelier Cartier, à Thionville. C'est l'entreprise qui a fait la maintenance du système pneumatique il y a 2 mois, juste au moment où le problème a commencé. Ce n'est pas une coïncidence, Valérie. Quelqu'un est entré ici, a eu accès au camion et a installé ce piège. Le chef mécanicien lui a arraché l'ordre de service des mains et est parti d'un pas rageur vers le bureau. Anne-Sophie l'a suivi. Les autres mécaniciens les suivaient comme une procession silencieuse. Ils ont traversé la cour, couverte de terre ocre, ont monté l'escalier extérieur du bâtiment administratif et sont entrés dans le bureau de Charles Brunet, sans frapper. Le directeur était au téléphone, discutant de chiffres avec quelqu'un du siège. Quand il a vu Valérie entrer de cette façon, le visage bouleversé, avec la femme qu'il avait laissé examiner le camion juste derrière, il a rapidement pris congé et a raccroché. « Qu'est-ce qui se passe ?» Valérie a jeté l'ordre de service sur le bureau avec le dispositif démonté. « Sabotage !» C'était du sabotage, Charles. Quelqu'un a installé cette saloperie dans le système d'air du Kenworth. Charles est devenu blême. Il a pris le dispositif, l'a regardé sans comprendre, puis a regardé Anne-Sophie. « Expliquez. » Et elle a expliqué. Chaque détail technique, chaque étape du mécanisme, comment ça fonctionnait, pourquoi les capteurs ne le détectaient pas, pourquoi les techniciens certifiés n'avaient rien trouvé. Charles écoutait en silence, son visage devenant de plus en plus gris. Quand elle a eu fini, il s'est levé de sa chaise comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Atelier Cartier, à Thionville. Il a ouvert un fichier sur son ordinateur, a tapé rapidement, a lu l'écran. Ici, contrat d'urgence, service de maintenance pneumatique, approuvé par Roger du service des achats parce que notre équipe était en congé et qu'on ne pouvait pas attendre. Qui est le propriétaire de cet atelier ? A demandé Anne-Sophie. Charles a cliqué sur un autre fichier, a ouvert le registre des fournisseurs et c'est là qu'il a vu le nom. Son sang s'est glacé. Marc Cartier. Valérie a froncé les sourcils. Cartier. Attends. Marc Cartier. Ce Marc qui travaillait ici. Charles a acquiescé lentement, la mâchoire serrée. Le même, licencié pour faute grave il y a 3 ans, pris en flagrant délit de détournement de pièces de la mine pour les revendre au noir. Des pompes hydrauliques, des roulements de haute spécification, des filtres. On a perdu environ 30 000 € de matériel avant de le découvrir. Il a monté son propre atelier juste après être parti d'ici. Le silence est retombé, mais cette fois il était différent. C'était un silence lourd, de colère contenue, d'engrenages mentaux qui tournaient, de tout qui prenait un sens horrible et limpide. C'est Anne-Sophie qui a brisé le silence. Il savait que sans le Kenworth en état de marche, la mine serait à genoux, qu'elle devrait louer du matériel d'urgence. Et devinez à qui. Charles a plissé les yeux faisant les comptes dans sa tête. Il a une flotte de camions maintenant. Il nous a déjà proposé ses services plusieurs fois, mais on n'a jamais accepté parce que ses prix étaient absurdes. Et maintenant, vous seriez assez désespéré pour payer ce qu'il demanderait, a conclu Anne-Sophie en croisant les bras. Combien de temps avant que vous ne l'appeliez ? Charles a vérifié un rapport. La réunion d'urgence avec le siège était prévue pour la semaine prochaine. J'allais être obligé de présenter des options. La location de matériel était la seule issue. Marc avait déjà envoyé une proposition. 20 000 € par semaine par camion, 4 semaines minimum. Valérie a fait le calcul rapidement. Près de 100 000 €, plus les pertes que la mine a déjà subies. Ce salaud attendait qu'on le supplie. Charles s'est rassis, passant les mains dans ses cheveux grisonnants. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Comment on prouve ça? Comment on prouve que c'est lui?
Anne-Sophie a repris le dispositif. Cette pièce n'est pas vendue dans un magasin de pièces auto. C'est de l'ingénierie sur mesure, faite sur commande. Quelqu'un a conçu ça, quelqu'un a calibré la dilatation thermique exacte pour que ça fonctionne au bon moment. Ça demande du travail, de l'argent. Et Marc a eu accès au camion seul pendant la maintenance. Il connaît le système pneumatique du Kenworth. Il a travaillé sur ces camions quand il était ici. L'ordre de service est signé de sa main. Charles a pris une profonde inspiration, serrant la mâchoire jusqu'à ce que les muscles saillissent. La colère bouillait sous la surface, mais il était un homme de procédure, de paperasse, de faire les choses dans les règles. Je vais contacter les avocats de l'entreprise. Procès civil pour perte et dommages, sabotage industriel, tout. Je vais demander une expertise technique. Je vais demander la levée du secret des affaires. Cet homme paiera chaque centime qu'il nous a coûté. Valérie a frappé la table du poing. 3 semaines, Charles. 3 semaines qu'on se casse la tête, qu'on fait venir des gens de l'extérieur, qu'on dépense une fortune en diagnostic. Et c'était ça. Cette merde à 2 balles. Juste là. Anne-Sophie l'a regardée. Elle n'était pas faite pour être trouvée, Valérie. Elle a été conçue pour être invisible. Et elle l'était. Aucun technicien n'allait trouver ça en regardant un capteur, en lisant un code d'erreur ou en faisant un test sur banc. Je l'ai trouvée seulement parce que j'ai cherché là où personne ne cherche, en dehors du moteur. Charles s'est relevé, cette fois avec de la détermination dans les yeux. De combien de temps avez-vous besoin pour enlever ça et remettre le Kenworth en marche? C'est déjà enlevé. Maintenant, il faut juste purger le système d'air, réinstaller les conduites d'origine et tester. Tester maintenant, je veux ce camion opérationnel aujourd'hui même. Anne-Sophie a acquiescé et est sortie du bureau. Valérie l'a suivie, et pour la première fois depuis son arrivée, son attitude était différente. Il n'y avait plus d'ironie, plus de dédain. Il y avait du respect. De retour au hangar, elle a travaillé vite. Elle a retiré ce qui restait du dispositif, a réinstallé les conduites d'air comprimées d'origine, a serré tous les raccords, a vérifié 3 fois chaque filetage. Puis, elle a purgé tout le système, ouvrant les vannes de vidange et laissant le vieil air s'échapper avec un long sifflement aigu. Elle a rempli à nouveau les réservoirs, a vérifié la pression avec un vieux manomètre analogique que Valérie gardait dans un tiroir. 120 PSI. Parfait. Je vais tester, a-t-elle annoncé. Cette fois, quand elle est montée dans la cabine, elle n'était pas seule. Valérie est montée de l'autre côté. Les autres mécaniciens se sont rassemblés autour du camion. Charles est descendu du bureau et s'est tenu à la porte du hangar, les bras croisés, le visage tendu. Anne-Sophie a démarré le moteur. Le Cummins s'est réveillé avec ce rugissement familier, profond, puissant. Elle l'a laissé chauffer, a attendu que la température monte à 90 degrés. Puis elle a actionné le frein moteur au maximum et a appuyé à fond sur l'accélérateur. Le moteur a rugi, le turbo a sifflé, la pression est montée à 2 bars et demi. 15 minutes, 20 minutes, 25. La température a atteint 110 degrés, puis 115 degrés. Le moteur restait ferme, stable, délivrant toute sa puissance sans faiblir. 30 minutes. 40. Valérie regardait les indicateurs, les yeux écarquillés, presque sans y croire. 50 minutes. 1 heure. Le moteur n'a pas eu le moindre raté, pas une seconde d'hésitation. Anne-Sophie a éteint le Kenworth et le silence qui est revenu était différent de tous les autres. C'était un silence de soulagement, de victoire, de quelque chose de cassé, enfin réparé. Elle est descendue de la cabine et a trouvé Valérie, debout, les yeux rouges. Le grand homme costaud était en train de pleurer. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix étranglée. Je vous ai maltraité, je vous ai jugé sans vous connaître, et vous nous avez sauvés. Vous avez sauvé mon travail, sauvé le travail de tout le monde ici. Anne-Sophie lui a tendu la main. Valérie l'a serré fort, puis l'a attiré dans une étreinte puissante qui sentait le gazole et la sueur honnête. Charles a traversé le hangar, passant entre les mécaniciens qui s'écartaient pour lui laisser le passage, et s'est arrêté devant elle. Le camion reprend le service demain matin. Et vous ne partez pas d'ici. Je veux vous embaucher comme superviseur du diagnostic technique, 40% au-dessus de la moyenne du marché. Vous commencez lundi.
Anne-Sophie sentit les larmes lui brûler les yeux, mais ne les laissa pas couler. Pas encore. J'accepte. Le géant orange allait rugir à nouveau. Le soleil n'était pas encore levé quand le Kenworth C500 a quitté le hangar le lendemain matin. Il était 5h30, le ciel encore sombre, avec cette teinte de bleu profond qui précède l'aube. La terre ocre était humide de rosée. L'air froid mordait la peau. Anne-Sophie était là, debout à côté de Charles et Valérie, regardant le camion orange descendre la rampe vers la fosse. Le chauffeur était Émile, un homme de 50 ans avec 30 ans de route, qui connaissait chaque virage de cette mine comme les rides de son propre visage. Il avait testé le Kenworth la veille, l'avait fait rouler à vide dans la cour, monté et descendu des rampes, forcé le moteur sur tous les rapports. Le camion répondait comme au bon vieux temps, fort, fiable, sans hésiter. Maintenant, c'était le vrai test. Émile est descendu au fond de la fosse, à 320 mètres de profondeur, où les pelles géantes arrachaient le minerai de la terre. La pelleteuse a rempli la benne du Kenworth avec 85 tonnes de fer brut, des roches de la taille de téléviseurs qui sont tombées dans la caisse en faisant un bruit de tonnerre. Le camion s'est affaissé sur ses suspensions, les pneus se comprimant sous le poids brutal. Émile a engagé la première vitesse réduite, a relâché l'embrayage doucement, et le Cummins QSK-19 a commencé à pousser. Le Kenworth montait lentement, fermement, les roues mordant le gravier humide, le différentiel bloquable faisant tourner les 4 roues arrière ensemble, distribuant la force. La montée était raide, 18,2 d'inclinaison, des virages serrés, des passages où d'autres camions patinaient et avaient besoin de chaînes aux roues. Le Kenworth grimpait comme s'il ne transportait rien. Là-haut, Anne-Sophie tenait la radio, écoutant la respiration d'Émile sur le canal ouvert. « Ça monte sans problème. Moteur stable, température normale, pression normale. Cette bête est comme neuve. » Elle a souri. À côté d'elle, Valérie a croisé les bras, secouant la tête avec cet air de celui qui n'y croit toujours pas complètement. 3 semaines à se casser la tête, et la solution était dans une pièce de la taille d'un verre. Charles n'a rien dit. Il a juste regardé l'horizon où le soleil commençait à peindre le ciel, d'orange et de rose, et a respiré profondément pour la première fois depuis 1 mois, sans sentir ce poids sur sa poitrine. Dans les jours qui ont suivi, la mine de la Roche d'Or a recommencé à tourner à pleine capacité. Le Kenworth travaillait 16 heures par jour, montant et descendant, transportant du minerai, respectant les délais, rattrapant le retard. Le siège à Paris appelait tous les jours pour savoir comment le problème avait été résolu. Charles racontait l'histoire, terminant toujours de la même manière. C'est une mécanicienne de Metz, au chômage depuis 5 mois. Elle a trouvé ce que personne n'a trouvé. Pendant ce temps, le procès contre Marc Cartier avançait. Les avocats de la mine ont intenté une action civile demandant le remboursement intégral des pertes. 1,5 million d'euros de production arrêtée, plus les coûts des équipes de diagnostic, plus les dommages et intérêts. L'expertise technique a confirmé tout ce qu'Anne-Sophie avait découvert. Le dispositif a été démonté par des ingénieurs de la police scientifique, spécialistes en criminalité d'entreprise, et ils ont conclu qu'il s'agissait d'une ingénierie sur mesure, conçue spécifiquement pour saboter les moteurs Cummins sans laisser de traces électroniques. L'enquête a révélé plus encore. Marc avait engagé un tourneur-fraiseur à la retraite à Nancy, un homme qui travaillait dans l'usinage de précision pour fabriquer 3 unités du dispositif. Le tourneur ne savait pas à quoi cela servait. Il avait simplement suivi le plan que Marc lui avait présenté. Il avait encore les dessins techniques avec des annotations sur les coefficients de dilatation thermique, les pressions de fonctionnement, les tolérances dimensionnelles. C'était la preuve définitive de la préméditation. Marc a été convoqué pour témoigner. Il a tout nié. Il a dit qu'il avait fait la maintenance comme convenu, qu'il n'avait rien installé d'autre que ce qui était prévu. Mais quand les avocats ont présenté le dispositif, les dessins techniques, l'ordre de service signé de sa main, la chronologie parfaite entre la maintenance et le début des problèmes, il s'est effondré. Il a tenté de prétendre qu'il testait simplement une nouvelle vanne qu'il avait développée.
que ce n'était pas du sabotage, que c'était une erreur de conception. Personne ne l'a cru. Le juge a gelé ses avoirs. L'atelier a été mis sous scellé. Les camions qu'il avait achetés avec l'argent détourné des années auparavant ont été saisis. Marc Cartier, qui pensait devenir riche aux dépens de la mine, a tout vu s'écrouler en quelques semaines. Anne-Sophie n'a pas suivi le procès de près. Elle était trop occupée à construire sa nouvelle vie. Elle avait loué une petite maison à Montfer, à 2 rues de l'école, où elle avait inscrit ses 2 fils. C'était une maison simple, 3 chambres, un jardin avec une pelouse à tondre, une terrasse où l'on pouvait s'asseoir en fin d'après-midi et écouter les oiseaux. Pour la première fois depuis des mois, elle dormait toute la nuit sans se réveiller avec cette boule dans la gorge, sans la peur de ne pas pouvoir payer les factures. Le salaire était bon, très bon. Elle a acheté de nouveaux meubles, a rempli le frigo, a emmené les garçons manger une pizza le samedi et les a vus rire la bouche pleine, heureux, sans comprendre complètement à quel point la vie de leur famille avait changé. À la mine, le travail était exigeant mais gratifiant. Charles l'avait nommé superviseur d'une équipe de 12 mécaniciens, responsable de tout le diagnostic technique de la flotte. Elle a mis en place un nouveau protocole. Toute maintenance effectuée par des tiers passait désormais par un audit rigoureux, avant et après. Elle faisait elle-même des inspections aléatoires, démontait des composants, vérifiait si ce qui était installé correspondait à ce qui était documenté. Plus rien n'entrait ou ne sortait sans passer par son filtre. Valérie, qui au début l'avait traité avec mépris, est devenue son plus grand défenseur. Quand un mécanicien plus ancien se plaignait de devoir rendre des comptes à une femme, Valérie le coupait net. « Elle a sauvé nos emplois quand vous n'y arriviez pas. Respecte-la ou va chercher un autre garage. » Et peu à peu, le respect est venu naturellement. Non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle savait. Quand un bulldozer Caterpillar D11 a commencé à perdre de la force dans sa lame hydraulique, il a fallu 3 jours de tests sans résultat, jusqu'à ce qu'Anne-Sophie découvre que la came de contrôle de la pompe hydraulique à cylindrée variable était bloquée par une microfissure invisible à l'œil nu. Quand un camion Mercedes-Benz Actros a présenté une panne intermittente du système d'injection Common Rail, elle a isolé le problème sur une soupape de dosage qui était installée avec un couple de serrage incorrect et provoquait des microfuites uniquement sous les vibrations de la route. Des cas qui auraient pris des semaines à résoudre, elle les résolvait en quelques jours. Sa réputation a commencé à se répandre. D'autres mines de la région appelaient pour savoir si la Roche d'Or prêtait sa superviseure technique pour des consultations. Charles refusait toujours. « Elle est à nous. Trouvez la vôtre. » Un vendredi après-midi, près de 2 mois après que tout soit arrivé, Anne-Sophie était dans le hangar, en train de réviser l'ordre de service d'une pelleteuse, quand Charles est apparu avec un dossier sous le bras. « Vous avez 1 minute ?» Elle a posé sa planchette. « Bien sûr. » Ils sont sortis du hangar et ont marché jusqu'à la cour où le Kenworth orange était garé, propre et brillant, après un lavage complet. Charles s'est arrêté à côté du camion, a levé les yeux vers les roues géantes, vers la cabine qui reflétait le soleil de l'après-midi. Ce camion a tourné 340 heures depuis que vous l'avez réparé. 0 problème, 0 panne. Il est redevenu ce qu'il a toujours été, le plus fiable de la flotte. Anne-Sophie a souri. C'est un bon camion. Il avait juste besoin que quelqu'un le regarde correctement. Charles a ouvert le dossier et en a sorti une enveloppe. L'entreprise a décidé de vous donner une prime pour avoir résolu un problème que personne n'a résolu, pour avoir découvert le sabotage, pour nous avoir évité de perdre encore plus d'argent. C'est 10 000 €. Ce n'est pas obligatoire, ce n'était pas dans le contrat, mais c'est juste. Anne-Sophie a pris l'enveloppe, les mains tremblantes. 10 000 €. Elle n'avait jamais vu autant d'argent d'un coup de sa vie. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Vous méritez chaque centime. Charles lui a tendu la main. Merci Anne-Sophie, vraiment. Vous avez sauvé plus qu'un camion. Vous avez sauvé toute l'opération. Elle lui a serré la main,
sentant la fermeté de sa poignée, le respect dans son regard. Et à ce moment-là, debout à côté du Kenworth qui avait tout changé, l'enveloppe à la main et le soleil chaud sur le visage, Anne-Sophie Dubois a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle a senti qu'elle était redevenue celle qu'elle avait toujours été. Une mécanicienne, une bonne mécanicienne, et plus personne n'allait lui enlever ça. Le temps a passé depuis le jour où Anne-Sophie a démonté ce cylindre de laiton et découvert la vérité cachée dans le métal. Des mois au cours desquels beaucoup de choses ont changé, non seulement pour elle, mais pour toute la mine de la Roche d'Or et pour toute la région. Le procès contre Marc Cartier s'est terminé un mardi pluvieux de mars. Le juge l'a condamné à rembourser à la mine 1,5 million d'euros, un montant calculé sur la base des pertes avérées, des coûts de diagnostic et des dommages causés par le sabotage délibéré. Comme Marc n'avait pas un patrimoine suffisant pour tout payer d'un coup, ses biens ont été vendus aux enchères. L'atelier, les camions, même les machines-outils qu'il utilisait. L'argent a été partagé entre la mine et les créanciers qu'il avait accumulés. Marc s'est retrouvé ruiné, son nom grillé sur le marché, sans perspective de retravailler dans le secteur. Il a tenté de monter un garage dans une autre ville, en utilisant un prête-nom. Mais la nouvelle de ce qu'il avait fait s'est répandue rapidement. Plus personne ne lui faisait confiance. Pendant ce temps, Anne-Sophie grandissait. Pas seulement en poste ou en salaire, mais en quelque chose de plus grand. Elle était devenue une référence. Quand un équipement présentait un problème difficile, un problème que les mécaniciens n'arrivaient pas à résoudre, on l'appelait. Peu importait que ce soit le moteur, l'hydraulique, le système électrique, la transmission. Anne-Sophie arrivait, observait, écoutait, sentait et trouvait toujours. Il y a eu le cas de la chargeuse Caterpillar 994K qui présentait une violente vibration dans le godet uniquement lorsqu'elle chargeait de la roche fragmentée, mais fonctionnait parfaitement avec du minerai fin. Les techniciens pensaient que c'était un problème dans les vérins hydrauliques. Anne-Sophie a découvert qu'il s'agissait d'une résonance harmonique causée par un amortisseur de vibration défectueux installé sur le châssis, qui n'entrait en fréquence critique qu'avec le poids et la granulométrie spécifique de la grosse roche. Elle a changé l'amortisseur. Problème résolu. Il y a eu le cas du camion Scania R620 qui consommait 30% de gazole de plus que la normale, mais tous les paramètres d'injection étaient corrects. Elle a découvert que le système de recirculation des gaz d'échappement avait sa vanne EGR bloquée en position partiellement ouverte, forçant le moteur à travailler avec un mélange pauvre et à compenser en brûlant plus de carburant. Nettoyage en profondeur, calibrage, la consommation est revenue à la normale. Il y a eu des dizaines de cas. Chacun d'eux renforçait sa réputation. Chacun d'eux prouvait qu'elle n'avait pas eu de la chance ce jour-là avec le Kenworth. Elle était compétente, tout simplement. Mais c'est un matin d'avril, lors d'une réunion de direction, que tout a de nouveau changé. Charles présentait les chiffres du premier trimestre. La productivité avait augmenté de 17% par rapport à la même période de l'année précédente. Les coûts de maintenance avaient chuté de 22%. Le temps d'arrêt des équipements avait été réduit de près de 40%. C'étaient des chiffres impressionnants. Des chiffres qui poussaient le siège à Paris à appeler chaque semaine pour demander comment ils avaient réussi. Et une grande partie de cela, a dit Charles, en regardant directement Anne-Sophie, qui était assise au fond de la salle, est due à la supervision technique que nous avons mise en place. Des diagnostics plus rapides, des maintenances plus précises, moins de pifomètres et plus de méthodes. Le directeur régional, M. Michel, un homme de 60 ans avec le visage de quelqu'un qui avait vu la France entière du haut d'un camion, a ajusté ses lunettes et a feuilleté le rapport. Ces chiffres sont trop bons pour être ignorés. J'ai une proposition. Il a regardé Anne-Sophie. Je veux que vous montiez un programme de formation. Je veux former des mécaniciens avec votre méthode, avec votre façon de voir les problèmes. Pas seulement ici, mais dans les 3 autres sites que nous avons en Lorraine. Anne-Sophie sentit son cœur s'accélérer. Un programme de formation ?
C'est ça. Vous choisissez les candidats, vous montez le programme, vous définissez la durée. L'entreprise finance tout, les outils, le matériel, les salaires des élèves pendant la formation. Et il y a autre chose. Monsieur Michel a croisé les doigts sur la table. Je veux qu'au moins la moitié des places soient réservées aux femmes. Des jeunes femmes de la région qui veulent apprendre, mais n'en ont pas l'occasion. Si vous avez réussi à arriver là où vous êtes toute seule, imaginez ce que vous pouvez enseigner à d'autres qui auront un soutien dès le début. Le silence qui s'est abattu sur la salle était chargé d'attente. Tous la regardaient. Anne-Sophie a pris une profonde inspiration, sentant le poids de cette responsabilité, mais aussi l'excitation montée en elle. « J'accepte, mais j'ai des conditions. » Monsieur Michel a haussé les sourcils. « Dites-moi. » Premièrement, je ne veux pas former des mécaniciens de garage de quartier. Je veux former des spécialistes des engins lourds, des gens qui comprennent vraiment les moteurs diesel, les systèmes hydrauliques complexes, le diagnostic technique. Ça prend du temps, au minimum 18 mois de formation intensive. D'accord. Et deuxièmement, les élèves travailleront sur du matériel réel. Pas de banc d'école technique. Ils mettront les mains dans les camions d'ici, les tracteurs, les pelleteuses. Ils feront des erreurs, ils réussiront, ils transpireront. C'est la seule façon d'apprendre vraiment. Monsieur Michel a souri. Marché conclu. Vous avez carte blanche, montez le programme comme vous l'entendez. Et c'est ainsi qu'est né le programme de formation technique en engins lourds de la mine de la Roche d'Or. Anne-Sophie a tout monté de zéro. Elle a créé un processus de sélection rigoureux. Pas besoin d'expérience préalable, mais il fallait avoir envie d'apprendre, un raisonnement logique et la volonté de travailler dur. Elle a diffusé l'annonce dans les villes de la région. Montfer, Metz, Thionville, Longwy. 120 candidats se sont présentés. Elle les a tous interviewés personnellement. Elle en a choisi 20. 10 femmes, 10 hommes, âgés de 19 à 35 ans, des gens au chômage, des gens qui avaient quitté l'école tôt pour travailler dans les champs, des gens qui n'avaient jamais eu la chance de suivre une formation technique parce que c'était trop cher ou trop loin de chez eux. Il y avait une mère célibataire avec 2 enfants, une jeune femme qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage. Il y avait un jeune homme qui avait été aide-maçon et avait perdu son emploi avec la crise. Il y avait une fille de 20 ans qui venait de finir le lycée, mais ne trouvait pas de travail faute d'expérience, et ne pouvait pas acquérir d'expérience faute de travail. Anne-Sophie a regardé ces 20 visages le premier jour de cours, tous nerveux, tous les yeux brillants d'une attente mêlée de peur, et elle s'est revue 15 ans plus tôt, entrant pour la première fois dans un garage, et étant dévisagée par des hommes qui pensaient qu'elle ne tiendrait pas une semaine. Vous êtes ici parce que quelqu'un a décidé de vous donner une chance, la même chance que j'ai reçue un jour. Je ne vais pas vous mentir, ça va être difficile. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, des jours où vous ferez de grosses erreurs et vous vous sentirez incompétent. Mais si vous restez, si vous persistez, si vous apprenez vraiment, vous sortirez d'ici capable de faire ce que 90% des mécaniciens en France ne savent pas faire. Vous sortirez d'ici en tant que spécialiste. Et elle a tenu parole. La formation était intense. Ça commençait à 6 heures du matin, théorie dans la salle improvisée du hangar administratif jusqu'à 10 heures. Puis, les mains dans le cambouis, moteur démonté sur l'établi, pistons sales de calamine, segments usés, coussinets rayés. Elle leur apprenait à mesurer, à interpréter, à comprendre ce que chaque usure signifiait. Elle leur apprenait à utiliser un micromètre, un pied à coulisse, un comparateur. Elle leur apprenait à lire des schémas hydrauliques, à interpréter des diagrammes électriques, à utiliser un multimètre et un oscilloscope. Mais plus que ça, elle leur apprenait à penser, à ne pas accepter l'évidence, à questionner, à chercher la cause première. Un moteur qui chauffe, ce n'est pas un problème, c'est un symptôme. Le problème, c'est ce qui le fait chauffer. Ça peut être le thermostat, la pompe à eau, le radiateur bouché, une courroie détendue, de l'air dans le système. Chacun a un symptôme différent. Apprenez à écouter ce que le moteur vous dit.
Certains élèves ont abandonné. 3 le premier mois, 2 autres le 3e. Ils n'ont pas supporté le rythme, la pression, l'exigence. Il en est resté 15. Et ces 15 sont devenus des experts. 1 an et demi plus tard, lors de la remise des diplômes, Anne-Sophie se tenait devant ces 15 personnes, maintenant toutes en uniforme propre, diplôme en main, le sourire aux lèvres. Il y avait Jeanne, la mère célibataire de 28 ans, qui avait été femme de ménage et qui était maintenant spécialiste des systèmes hydrauliques. Il y avait Romain, l'ex-aide-maçon, qui était devenu le meilleur de la promotion en diagnostic électrique. Il y avait Camille, la fille de 20 ans à qui personne ne donnait de travail et qui savait maintenant démonter et remonter une transmission Allison à 6 vitesses les yeux fermés. Monsieur Michel a tenu à être présent à la cérémonie. Il a serré la main de chaque diplômé et a annoncé « Vous êtes tous embauchés. Salaire de départ de 2500 € net. Mutuelle, ticket restaurant. Bienvenue dans l'équipe. » Certains ont pleuré. D'autres ont serré Anne-Sophie si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Il y a eu Jeanne, la mère célibataire, qui lui a pris les mains et a dit d'une voix étranglée « Vous avez changé ma vie. Vous avez changé la vie de mes enfants. Comment puis-je vous remercier pour ça ?» Anne-Sophie a souri, les yeux humides. « Tu n'as pas à me remercier. Sois juste bonne dans ce que tu fais et enseigne à d'autres quand ce sera ton tour. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les 15 diplômés se sont répartis sur les 4 sites de la mine. Ils ont apporté la méthode, la rigueur, la compétence. Et quand des problèmes difficiles survenaient, ils les résolvaient. La productivité a continué d'augmenter, les coûts de baisser. D'autres entreprises minières ont commencé à demander si la Roche d'Or proposait le programme à des externes. Monsieur Michel a vu l'opportunité, a créé une 2e promotion, cette fois avec 30 places, et a facturé la formation aux autres entreprises. Le programme est devenu autonome. Anne-Sophie a continué à tout coordonner, mais maintenant avec une équipe. Jeanne est devenue formatrice en hydraulique, Romain est devenu formateur en électricité. La 2e promotion a eu un taux de réussite encore plus élevé que la première, et une 3e était déjà en préparation. Un samedi après-midi, près de 2 ans après ce jour où elle s'était présentée à la grille de la mine, avec rien d'autre qu'un CV et un espoir, Anne-Sophie était chez elle, dans son jardin, à regarder ses fils jouer au ballon. La maison n'était plus louée, elle l'avait achetée. Petite, simple, mais à elle. Les garçons grandissaient en bonne santé, heureux, sans porter le poids de la pauvreté sur leurs épaules. Le téléphone a sonné. C'était Valérie. « Anso, désolé de te déranger le week-end, mais j'ai un camion ici avec un problème bizarre. Un Mercedes Actros qui perd de la puissance seulement en montée, chargé. J'ai déjà tout essayé. » Elle a souri. « Tu as vérifié le limiteur de couple ?» Silence de l'autre côté. Puis un rire. « Je vais vérifier ça tout de suite. Merci. »« De rien, Valérie. Appelle-moi si besoin. » Elle a raccroché et s'est remise à regarder ses fils. Le soleil se couchait, peignant le ciel de cet orange chaud qui n'existe que dans l'est de la France. L'odeur de la terre mouillée montait du jardin après la brève averse de l'après-midi. Au loin, on entendait le son d'un camion passant sur la route, ce grondement grave de moteur diesel qu'elle connaissait si bien. Anne-Sophie Dubois était arrivée ici sans rien au chômage, désespérée, portant le poids de devoir élever seule 2 enfants. Mais elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. La connaissance, la compétence, la capacité de regarder une machine en panne et de comprendre ce qu'elle disait. Aujourd'hui, elle n'était plus seulement une mécanicienne. Elle était superviseure, formatrice, une référence. Mais plus important que n'importe quel titre, elle avait ouvert des portes. Elle avait prouvé qu'une femme pouvait y arriver. Non pas parce qu'elle était une femme, ni malgré le fait d'être une femme. Elle y était arrivée parce qu'elle était compétente, parce qu'elle avait étudié, parce qu'elle avait appris, parce qu'elle n'avait pas abandonné. Et maintenant, 15 personnes portaient cela plus loin. Demain, elle serait 30, puis 50. Son héritage n'était pas dans le nombre de moteurs qu'elle avait réparés ou de problèmes qu'elle avait résolus. Il était dans les mains calleuses de Jeanne, enseignant à une autre mère célibataire comment utiliser un cric hydraulique.
Il était dans les yeux brillants d'une jeune fille de 18 ans, découvrant qu'elle aussi pouvait être mécanicienne, qu'elle aussi pouvait comprendre, qu'elle aussi avait sa place ici. Le Kenworth Orange continuait de travailler, montant et descendant cette rampe tous les jours, fort, fiable, sans jamais faillir. Et chaque fois que quelqu'un voyait ce camion, il se souvenait de la femme qui avait découvert le secret caché dans le métal. La femme qui avait sauvé des millions d'euros, la femme qui avait tout changé. Anne-Sophie n'avait pas besoin de statue ni de médaille. Son héritage était vivant, il respirait, travaillait, enseignait. Il était sur la route, dans les hangars, dans les ateliers. Il était entre les mains de chaque personne à qui elle avait enseigné et qui maintenant enseignait à d'autres. Et ça, mes chers amis, ça avait plus de valeur que n'importe quelle fortune.